Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sian TV. On va s'intéresser aujourd'hui à l'industrie du futur et notamment au management des talents. Pour en parler avec nous, Laurent Picot du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Laurent Picot, on va commencer simplement. Le CETIM, c'est quoi ? Alors le CETIM, c'est le Centre technique des industries mécaniques. Ça représente 1000 personnes aujourd'hui avec le centre, le noyau dur et l'ensemble de ses périphériques et de ses installations à la fois régionales et internationales. On va avoir 4 centres nationaux du côté de Mulhouse, de Cluses, de Bourges, de Pau aussi. Et à l'international, nous sommes implantés au Maroc et tout nouvellement en Malaisie et également en Tunisie. Le site mère se trouve à Senlis avec 450 personnes, avec 2 sites frères à Saint-Étienne et à Nantes. Alors le CETIM en quelques mots, 50 ans d'histoire pour accompagner les industries mécaniciennes dans tout le savoir-faire et toute leur capitalisation de savoir. Alors, dans l'industrie, il y a des évolutions comme toujours. Là, on l'intitule l'industrie du futur. Alors, il faut le préciser un peu parce que ça peut paraître vague ou creux. Pourtant, c'est une réalité, l'industrie du futur. Alors, si on devait donner une définition de l'industrie du futur, c'est quoi ? Alors, pour être parfaitement en lien avec la première question, le CETIM est vraiment reconnu pour son expertise technologique. Pour autant, l'industrie du futur nous a complètement percuté et percute l'ensemble des acteurs industriels, mécaniciens et manufacturiers. Et de fait, on s'est réinterrogé sur notre posture et la manière dont on pouvait accompagner nos industriels dans cette mutation, cette transformation que représente l'industrie du futur. Alors d'où vient-elle ? Au lieu d'une définition, essayons de comprendre sa genèse. En fait, les Allemands l'appellent l'industrie 4.0, la 4e révolution industrielle après la mécanisation, l'électrification, l'automatisation et la connectivité des objets. Cette connectivité, elle est autorisée grâce à Internet, tout simplement. Internet, si vous analysez les grands philosophes du temps, ils vous disent que c'est un nouveau moyen de traiter, stocker et communiquer l'information. Michel Serres vous dit que l'être humain, dans cette transformation-là, change tout. Ça s'est produit 3 fois dans son histoire, quand on a inventé le langage, quand on a inventé l'écriture et quand on a inventé l'imprimerie. À chaque fois, les transformations les plus profondes ont été observées dans le rapport à l'espace, dans le rapport au temps, dans le rapport au droit et enfin dans le rapport à la cognition. Aujourd'hui, par exemple, le droit de la donnée est une problématique extrême et qui est complètement en lien avec cette transformation. La cognition, c'est absolument étonnant. Prenez un smartphone dans la main, et là c'est Joël de René qui vous le dit, vous multipliez par 5 vos sens. Parce que vous devenez télépathe, vous devenez kinesthésique, vous devenez omniscient, vous avez un sens de l'orientation parfait, optimisé, etc., etc. D'accord ? Donc en fait, l'industrie du futur n'est qu'un enfant de cette transformation. Si vous prenez le commerce et l'e-commerce qui a été complètement bousculé, si vous prenez le business du taxi qui a été complètement bousculé, finalement, l'industrie se réveille assez tardivement par rapport à cette transformation qui est fondamentale. D'accord ? Donc, au lieu d'une définition, c'est plus que, voilà, c'est juste l'impact d'Internet vis-à-vis des entreprises, oui, et qui, bien évidemment, bouleverse complètement le business, le rapport au temps, le rapport à l'espace, les nouveaux modèles d'affaires offerts par la data, et puis les nouveaux rapports humains, et bien évidemment, au cœur de cette transformation, on va retrouver l'homme. Alors, vous dites, Laurent, au CETIM, on a une vision 360. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça c'est c'est un peu notre marque de fabrique. C'est quelque chose que nous avons mis en place dans un premier projet autour de la robotique, oui, où on avait vu que introduire une brique technologique devenait un objet complètement systémique. C'est-à-dire qu'on allait changer le modèle d'affaires, on allait interroger l'économie, interroger les compétences, interroger le système d'information et bien entendu l'organisation autour des pratiques de production.
Eh bien, en fait, on a déroulé le fil et on s'est interrogé finalement comment accompagner une entreprise dans cette mutation de l'industrie du futur. Et en fait, c'est bien une vision systémique qu'il convient d'adopter. D'abord, interroger le sens du développement de l'entreprise. On ne va pas transformer l'entreprise dans une finalité modeste. Le but du jeu, c'est d'avoir de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux clients, de nouveaux produits. Bref, assurer la pérennité de l'entreprise. Pour ce faire, on va observer les ressources internes, d'abord la richesse humaine, d'accord ? Et puis la faculté de l'entreprise à mettre en place ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire au niveau de tous les métiers, quelles sont les capitalisations de connaissances que l'on va mettre en place et comment on va faire en sorte, métier par métier, à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Et éviter justement l'appauvrissement de savoir que l'on observe parfois dans certaines entreprises. Mais alors justement, parce que dans cette... alors, plus qu'une transformation, une mutation, on passe peut-être de quelque chose à autre chose. Comment ça se passe dans l'accompagnement que vous proposez aux entreprises ? Est-ce qu'il faut que l'entreprise ou l'industrie soit demandeuse ? Vous pouvez y aller ? Comment ça se passe ? Est-ce que si on n'accepte pas, est-ce qu'on peut muter ? Comment ça se passe ? Alors en fait, c'est très étonnant. Comme tous les sujets systémiques, il n'y a pas de porte d'entrée. La manière dont on symbolise cela, c'est comme si vous rentriez dans un stade sportif. Ouais. Quand vous rentrez dans un grand stade, il n'y a pas qu'une seule porte. Vous pouvez rentrer par n'importe quelle porte. Et bien en fait, l'industrie du futur, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir y rentrer par l'introduction d'une brique technologique, par la réinterrogation de la stratégie d'entreprise, par la volonté de mutation de compétences de vos salariés, par n'importe quel petit sujet. Et en fait, on se rend compte encore une fois que l'introduction d'une nouvelle technologie, qu'elle soit numérique ou physique, réinterroge en fait les compétences, le modèle d'affaires, le système d'information, le rapport au client et l'image même que le client a de vous. Et ça fait effet boule de neige ou domino après ça se... On observe des effets dominos en effet. On observe des effets dominos et on observe surtout le fait que des industriels viennent nous voir avec des exigences extrêmement diverses. Ouais. Soit certains nous disent ben voilà, je veux réinterroger ma stratégie, j'ai discuté, j'ai un nouveau produit, comment je vais le commercialiser, j'ai une opportunité d'internationalisation ou d'alliance avec un autre acteur, je veux introduire cette nouvelle technologie parce qu'elle est porteuse de ce que je perçois par rapport à l'image que se font mes clients de moi. Oui. Donc, encore une fois, pas de véritable fil conducteur, mais in fine un appétit au développement et à l'opportunité de capter justement toutes les opportunités de l'industrie du futur. Alors, il y a une tare que se traîne l'industrie depuis longtemps, un peu comme les travaux publics, c'est cette notion d'attractivité, c'est l'image en fait qu'elle a, notamment au niveau du recrutement pour pouvoir attirer les jeunes. Est-ce que cette industrie du futur s'est montré un autre visage de l'industrie, le rendre plus attractif ? Comment on fait en fait ? Comment on l'anticipe ? Comment on essaie de le mettre en œuvre tout ça ? Elle réenchante l'industrie, ça c'est clair. Ouais. Elle la réenchante à plusieurs titres. C'est-à-dire que quand je vous parlais de notre vision 360, on interroge le développement, mais on interroge aussi la capacité de communication de l'entreprise. Oui. Communication offline et inline, et notamment la communication numérique, notamment sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la communication, on est en droit de s'interroger sur le sens même de l'entreprise. Et l'attractivité est parfaitement en lien avec le sens de l'entreprise. Il faut que le discours soit cohérent entre la communication, les actes et la posture de l'entreprise. Ouais. Sa manière dont elle va se positionner sur son territoire, la manière dont elle va animer ses communautés de clients et la finalité qu'elle affiche dans sa démarche environnementale, dans sa démarche sociétale. L'industrie a parfois adopté trop de rationalité, oui, en excluant des acteurs quand les périodes étaient mauvaises et en claquant des doigts pour les faire rentrer quand tout allait bien. Oui. Les personnes aujourd'hui aspirent à plus de pérennité, plus de sens. J'observe des entreprises qui justement ont beaucoup de sens. Typiquement, j'ai l'idée d'une entreprise que j'accompagne actuellement qui est en plein milieu de la crise. La dirigeante est allée voir ses acteurs en disant de toute façon, je vous préviens d'une chose, si on doit couler, on coulera tous ensemble. Je ne vire personne.
il est hors de question de virer une seule personne, car je sais un truc, c'est que quand l'activité va revenir, j'aurai besoin de tout le monde. Donc on va tous faire des efforts, faire du chômage technique, etc. Mais la famille va se souder et on va adopter une sorte de management tribal pour passer ce cap-là. Ça donne un sens extraordinaire à l'entreprise. Et 5 ans plus tard, quand je les accompagne sur l'industrie du futur, en effet, j'ai un groupe extrêmement cohérent et solide qui a trouvé son sens dans l'épreuve qu'elle a vécue. Donc quand ça repart plus fort. Ah, clairement. Alors, autre chose qui est très important, parallèlement à l'attractivité, il y a aussi les ressources qu'on a en interne. Et donc là, c'est important aussi de repérer. Alors, comment on les appelle? Les talents, les compétences, c'est difficile. Ah, le vocable évolue un petit peu de ce point de vue-là. On parle d'évolution et de transformation. Dans nos métiers, nous faisons des feuilles de route qui vont être structurées autour d'un certain nombre de chantiers, de recommandations, d'investissement numérique, d'investissement matériel, de changement de réorganisation, j'en passe, d'identification de nouveaux produits innovants, etc., etc. Donc ce sont tout un tas de chantiers qu'il va falloir conduire. La première des choses, c'est que pour conduire ce chantier de transformation, il faut prendre le rythme de l'entreprise. C'est inutile d'aller chercher des ressourcements externes énormes, de mettre en place de gros investissements. Toutes ces ruptures-là vont devoir d'abord s'approprier en interne. Donc il faut véritablement prendre en compte le rythme d'appropriation de l'entreprise. Par contre, à terme, les pratiques, l'organisation vont être modifiées et de nouveaux métiers vont apparaître. Souvent, les PME peinent à attirer les ressources dont elles auraient besoin en externe, tout simplement parce que les grands groupes sont présents et présentent plus d'attractivité, ou à tort ou à raison. Parce que les métiers dans les petites structures sont aussi extrêmement intéressants, les gens sont plus autonomes, etc., etc. Quoi qu'il en soit, sans opposer compétences et talents, il est fondamental de repérer les gens qui sont en appétit. Ceux qui sont en appétit et qui présentent des prédispositions sur tel ou tel métier, c'est sans doute sur ceux-là qu'il va falloir compter pour leur proposer des plans d'évolution, des plans de formation pour acquérir d'autres postures, d'autres compétences pour le coup, et d'autres savoirs, d'accord? Mais on voit bien qu'on part pas du même chemin, on part pas d'un CV, on part véritablement d'une appétence, d'une tournure d'esprit, et on interroge le management des personnes de manière complètement différente. On s'intéresse aux soft skills, aux choses comme ça. Finalement, tout le monde a le droit d'espérer adopter le poste du futur. C'est quelque chose qui est assez disruptif dans la psychologie française où le diplôme est absolument fondamental. Par contre, dans une vision plus anglo-saxonne, c'est quelque chose de tout à fait admis. Finalement, la personne qui est en appétit, elle a le droit à 45 ou 55 ou 55 ans de changer de filière et puis de prendre des postures, même à des niveaux hiérarchiques relativement importants. Alors, Laurent Picot, dernière question piège peut-être. Quand est-ce qu'on pourra dire que l'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui? Dans une génération, 10 ans, 5 ans, 50 ans Sous le ton de la plaisanterie, je me disais, moi ça y est, je suis parti sur l'industrie du futur, au moins dans 200 ans, ce sera encore d'actualité. Plaisanterie mise à part, nous observons... Voilà, je travaille depuis une vingtaine d'années. Finalement, cette mutation, c'est ça en fait. Cette mutation, elle est clairement actuelle. C'est un saut technologique. Là, on est en plein cœur, on est en plein cœur du truc. D'une manière générale, un saut technologique en chasse un autre. Celui-là, il me semble particulièrement systémique et particulièrement complet. Parfois, il est forcé de constater, on recommande des actions qu'on aurait pu recommander il y a déjà 20 ans. Pour autant, ce que l'on observe, c'est véritablement... Ce qu'il y a de nouveau là-dedans, c'est l'approche à l'être humain. Je trouve que c'est véritablement un levier tout à fait étonnant et une posture complètement différente. Alors, quand est-ce qu'on aura fini? J'espère jamais. J'espère jamais parce que, en fait, les meilleurs acteurs que j'ai pu rencontrer me disent eux-mêmes, c'est jamais fini. Et dans la posture même dont nous traitons l'industrie du futur, on se force nous-mêmes à ne jamais s'ancrer sur un outil qu'on fige et on passe à un autre. Typiquement, je fais des diagnostics industrie du futur. En 4 ans, j'en suis déjà à la 3e version. Pour l'alléger, pour le rendre plus pertinent, plus
plus adapté au questionnement de mes industriels. Donc non, c'est pas fini. Je pense que de toute façon, moderniser les entreprises et les rendre plus pérennes, plus attractives, c'est le chantier de toute une vie pour un industriel. Laurent Picot, merci beaucoup.